Mhm. 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 Wow. Hmm. De mon temps, les jeunes avaient plus de respect. Simulateur 4000, parce que les bonnes mœurs ne changeront jamais. La morale n'est plus vraiment à la mode. Ce n'est qu'un mot qu'on n'entend guère plus qu'aux réunions des anciens ou dans les copies de philosophie. Pourtant, elle nous tient à cœur. On a beau railler les partisans de ce concept désuet, on ne voudrait pas d'une société amorale ou pire encore, immorale. Si la morale tient une place aussi importante chez les plus âgés d'entre nous, c'est peut-être avant tout en raison du socle social qu'elle forme. Elle véhicule un ensemble de préceptes qui structurent les corps, les esprits et donc les rapports entre individus. Ignorer les principes moraux de ses ancêtres, c'est alors, pour certains, prendre le risque de voir la société collapser, faute de valeurs communes. Les valeurs. On peut dire que c'est un terme qui a le vent en poupe. Il est utilisé à outrance et semble remplacer la morale, jugée ringarde. L'autre avantage de ce terme flou, c'est qu'on y met un peu ce qu'on veut. Tout le monde revendique ses valeurs, prétendument plus valables que celles des autres. Que l'on soit un jeune de cité, une femme libérée, un candidat à la mairie de Paris ou tout cela à la fois, nos valeurs priment et nous les affichons parfois avec véhémence. Les affrontements des différentes valeurs ne se font malheureusement pas davantage dans le calme que les autres débats publics. Au nom de la morale, on peut agir de manière immorale, comme on peut agir de manière haineuse au nom de la vie ou de la religion. Le débat fraîchement relancé sur l'avortement montre bien tout cela. À la morale ancienne, dite ringarde, et à ses valeurs, répondent les valeurs actuelles, dites immorales. Les deux opinions s'affrontent farouchement, en allant à l'encontre des intentions affichées, le respect de la vie d'un côté, et l'envie d'aller vers toujours plus de droits individuels de l'autre. Les deux semblent pourtant parfaitement morales a priori. Comment faire alors pour s'en sortir? On oppose, habituellement, pour éviter l'impasse, la morale à l'éthique. Seulement la frontière est floue et les penseurs sont loin d'avoir trouvé un accord à ce sujet. Certains y voient des synonymes, d'autres des nuances ou des oppositions, et même le dictionnaire y perd son latin. La distinction la plus courante revient à comprendre la morale comme un ensemble de règles idéalistes, nous indiquant ce qui doit être et ce qui peut se faire, tel que le fameux « tu ne tueras point », et l'éthique comme un ensemble d'attitudes concrètes à adopter en vue de son bonheur et de celui des autres, ici et maintenant. Pendant que les partisans de la morale se contenteraient de suivre des lois sans équivoque comme celle de notre justice, les partisans de l'éthique n'auraient que de grandes aspirations, comme l'amour ou le respect, et tâcheraient au mieux de les appliquer par eux-mêmes, dans un flou propice à la liberté de conscience et à l'amélioration concrète de soi. De ce point de vue, l'éthique est donc plus noble, car son ambition pratique demande une contextualisation et une réflexion presque constante. C'est sans doute pour se donner une image flatteuse que les multinationales ont toutes des commissions éthiques leur permettant de fixer au mieux la teneur en fruits hautement vitaminés de leur yaourt, ainsi que la part reversée aux bonnes œuvres de l'autre bout du monde. Nietzsche a bien mis en avant l'importance de la liberté de conscience dans son œuvre. On peut dire que pour lui, le sage évalue la conduite à tenir, en prenant en compte tout ce qui pourrait influencer ses jugements, les personnes, le lieu, l'époque et les multiples autres facteurs contingents. La morale d'une société donnée véhicule des règles et valeurs finalement arbitraires. Elle est donc à dépasser. Son caractère absolu, qui évoque des choses bonnes ou mauvaises par elle-même en dépit des circonstances, doit faire place, pour le philosophe allemand, à l'éthique libre. Remettre la morale dominante en cause. Pourquoi pas? Mais de là à aller embrasser langoureusement le premier cheval venu, il doit bien y avoir un juste milieu à trouver. Actuellement, la morale est donc un peu mise de côté, et l'éthique, au travers des valeurs que nous évoquions, est de mise.
On associe la morale à la facilité, au strict respect de règles arbitraires dans un oubli systématique des circonstances et des contextes. En bref, pour la société moderne, l'être moral brille peut-être par son abnégation, mais sûrement pas par son discernement. Cela rejoint le fameux reproche qu'on fait à la morale kantienne. Celle-ci est tellement universaliste et absolue qu'elle pose toujours le mensonge comme un grave manquement aux obligations de l'agent moral. Et si les Allemands sonnaient à ta porte et qu'il y avait des Juifs cachés chez toi, tu leur dirais la vérité, toi, hein? Tu leur dirais la vérité? Il va sans dire que Kant aurait alors, selon toute vraisemblance, émis une exception à sa maxime, pourtant vouée à l'universalité. C'est vrai qu'aller jusqu'à proscrire toute forme de masturbation dans l'espoir d'assurer la perpétuation de l'espèce humaine, il doit bien y avoir ici aussi un juste milieu à trouver. Mais les partisans du retour à la morale d'antan voient dans notre société une course à l'individualisme. Chacun impose ses valeurs propres, qu'il juge bonnes, hors de toute considération sur le fonctionnement de la société dans son ensemble. Les codes et les valeurs varient selon l'endroit, la classe sociale, l'origine, voire même le fait divers du jour. Est-ce pour autant le règne de l'éthique? Sommes-nous réellement tous en train de nous construire chacun un système cohérent, nous permettant de bien nous conduire, quelle que soit la situation? Permettez-nous d'en douter. À bien y regarder, il semble plutôt que nous vivions dans un pays que l'on pourrait qualifier de multimoraliste. Il est vrai que nous excusons souvent notre comportement en lui accolant une excuse morale a posteriori. Nous nous flattons, ce faisant, de ne pas suivre un amas de règles désuètes. En même temps, faire le tri dans les différents préceptes moraux n'est peut-être pas une si mauvaise chose. L'enfer est pavé de bonnes intentions et les meilleures règles, suivies sans recul, mènent immanquablement au chaos. On peut, en gardant cela en tête, penser que l'homme est pourtant naturellement porté, par empathie, à rechercher le bonheur d'autrui pour assurer le sien, par exemple avec Rousseau ou même Kropotkin. C'est la société et sa prétendue moralité qui seraient alors source des nombreux conflits égoïstes, surtout imputables à l'apparition de la propriété privée. On peut aussi, à l'inverse, aller dans le sens de Thomas Hobbes, en opposant le droit naturel au droit civil. Le droit naturel, véritable affrontement des différentes individualités, est guerre de chacun contre chacun. Pour éviter cela, il a fallu que l'homme fonde un contrat social, se contraignant lui-même en vue de son bien propre. Le citoyen, à travers un pacte tacite avec la société, gagne en sécurité en cédant au gouvernement une partie de sa liberté individuelle. Ainsi, en acceptant de ne pas nuire à l'autre, je gagne de mon côté la quasi-certitude de ne pas avoir à subir ces nuisances. En tout cas, cette idée de contrat social est bien ancrée dans nos démocraties actuelles, que l'on soit rousseauiste ou hobbesien. Il peut alors sembler naturel d'aller encore plus loin, en suivant les convictions des utilitaristes anglais comme John Stuart Mill et Jeremy Bentham. Selon eux, non content d'éviter les nuisances mutuelles, il faudrait en toute logique rechercher également de manière systématique le bien-être global. Pour juger d'une action, il faut donc prendre en compte ses conséquences, non plus individuelles mais collectives. Plus une loi ou un acte maximise le bonheur et minimise la souffrance, plus il est éthique. Prenons garde tout de même. On sait grâce à plusieurs chefs-d'œuvre d'anticipation le danger que peut représenter la poursuite irréfléchie du bonheur commun. En se focalisant sur la globalité, les particularités individuelles passent vite à la trappe. Finalement, nous sommes encore une nouvelle fois d'accord sur le fond. Tenter d'aller vers le bien-être commun tout en évitant au maximum les injustices les plus flagrantes comme les plus pernicieuses. La morale, ou si vous voulez nos valeurs ou notre éthique, sont différents chemins vers ce qui nous arrange tous, la paix civile. Certains pourront rétorquer, en feignant un point de vue hobbesien, que cette paix nous arrange uniquement d'un point de vue égoïste. Mais qui pourrait honnêtement prétendre s'accommoder du malheur des autres tant que lui-même se porte au mieux? Et pour y arriver, nous avons à notre portée tous les outils nécessaires à la création commune d'une société bénéfique à tous. Nous avons déjà vu qu'à travers l'éducation, il nous fallait remettre en avant des préoccupations, l'initiation à la sagesse et à la vie citoyenne respectueuse, aujourd'hui systématiquement remplacée par l'acquisition de compétences professionnelles. Avec des citoyens bien formés et ouverts, il sera ensuite possible d'avoir un débat cordial et prolifique, loin des dérives spectaculaires actuelles. Nous pouvons, si nous nous en donnons la peine, amorcer l'avènement d'une véritable éthique, du bien commun et du perfectionnement de l'homme cher aux penseurs antiques. Et si la sagesse actuelle était d'assurer l'entente des différentes morales qui composent notre société? On pourrait peut-être, en plus de déceler les égarements que chaque précepte porte en germe, tâcher de prendre en compte le plus grand nombre
avant nos intérêts mesquins. À l'heure où nos anciens canons moraux s'effritent et où l'incertitude règne sur les changements adoptés, profitons-en pour remettre le bien commun au centre des débats. Ce n'est qu'en écoutant avec bienveillance et compréhension que nous pourrons enfin, ensemble, construire notre morale commune. 사이다르 시바